Est-ce que vous connaissez le théorème de la tasse de café? Ce théorème, il dit qu'il est impossible de mélanger parfaitement une tasse de café. C'est-à-dire que peu importe la manière dont vous mélangez la tasse, il y aura toujours un point qui sera revenu exactement à sa position de départ. Qui trouve ce théorème intéressant? Ok, qui ne le trouve pas intéressant? Ok, on va dire 70-30 pour intéressant. Voici un... Ah oui, et pardon. du coup, ce théorème, il semble plus vous intéresser globalement. Et puisqu'il semble plus vous intéresser, vous allez avoir plus envie de le comprendre et de le mémoriser. Et pourquoi? Parce que il vous intéresse plus. Maintenant, voici un deuxième théorème qui s'appelle le théorème de la somme géométrique et qu'on voit en classe de terminale en maths. Et ce théorème, il dit quoi? Il dit que si vous prenez un nombre R, vous faites 1 plus R carré plus 3 petits points R puissance n, et ça, c'est égal à 1 moins R puissance n plus 1 sur 1 moins R. Et ça quand R est différent de 1, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc qui trouve ce théorème intéressant? Qui le trouve pas intéressant? Moi je dirais 30-70 pour le théorème. Et donc, vous faites plutôt cette tête-là maintenant, et vous allez avoir beaucoup plus de mal à comprendre le théorème et à le mémoriser. Pourquoi? Parce qu'il vous intéresse beaucoup moins. Oui. Et donc, le professeur qui veut transmettre des notions à ses élèves doit donc commencer par les intéresser. Parce que si les élèves ne sont pas intéressés, alors ils ne voudront pas recevoir de notions du professeur et il n'y aura pas de transmission. Donc deux cas se présentent quand le professeur veut transmettre une notion. Soit la notion intéresse déjà les élèves, dans ce cas-là il n'y a rien à faire, soit elle n'intéresse pas les élèves a priori, et dans ce cas-là il doit commencer par les intéresser. Et la question qui se pose alors c'est comment intéresser les élèves à ce qui ne les intéresse pas a priori. On va prendre un cas particulier pour répondre à cette question dans cet exposé. On va considérer le théorème de la somme géométrique dont a parlé Lucas. Et alors il y en avait qui étaient déjà intéressés par ce théorème, mais la plupart d'entre vous n'étaient pas intéressés a priori par ce théorème. Et on va se poser la question, comment intéresser les élèves à ce théorème? Donc pour ça, on va faire une analogie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, l'analogie, on l'appelle l'analogie du tire-bouchon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est intéresser les élèves à ce théorème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les élèves par des martiens et remplacer le théorème par un tire-bouchon. Et qui pense que les martiens sont intéressés par le tire-bouchon a priori? Bon, très peu de personnes. Et en fait, a priori, ils n'ont aucune raison d'être intéressés. Pourquoi? Parce que Mars, c'est ça. C'est-à-dire c'est un caillou sans herbe, sans raisin, sans vin. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment faire pour intéresser des martiens au tire-bouchon? Bon, la première approche à laquelle on pourrait penser consisterait à donner le tire-bouchon aux martiens. Mais vous imaginez bien que ça va pas bien fonctionner. Les martiens, ils sont pas intéressés au tire-bouchon, donc si on leur donne le tire-bouchon, ils vont recevoir l'objet, ils vont dire « Ok, bon, il est joli ton objet, mais enfin, moi, je m'en fous, quoi, ça sert à rien. » Mais nous, on sait que le tire-bouchon, il sert pas à rien. Le tire-bouchon, il permet d'ouvrir les bouteilles de vin. Donc la nouvelle approche à laquelle on pourrait penser consisterait à donner le tire-bouchon et à dire en plus aux martiens qui permet d'ouvrir une bouteille de vin. Sauf que ça va toujours pas. Pourquoi? Parce que Mars, c'est ça. Donc c'est un caillou sans herbe, sans raisin, sans vin. Donc si vous dites à des martiens en plus que le tire-bouchon permet d'ouvrir une bouteille de vin, il va dire ok, ben c'est super cool, moi je m'en fous toujours, ça sert toujours à rien. Du coup, mais pour la majorité des Français, ça paraît bizarre ça comme phrase. Donc l'idée qu'on pourra avoir, c'est de faire goûter les martiens, de faire goûter le vin aux martiens. Et avec un peu de chance, les martiens vont apprécier le vin comme la majorité des Français. Alors bien sûr, on ne vous conseille pas de boire du vin, c'est juste à titre d'exemple. Et comme les martiens vont être vont probablement aimer le vin, bah du coup ils vont avoir de l'intérêt pour le fait d'ouvrir une bouteille de vin. Parce que s'ils savent l'ouvrir, ils vont pouvoir boire le liquide qui est dedans et qu'ils aiment beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont toujours pas intéressés par le tire-bouchon. Pourquoi? Ils sont intéressés par l'utilité, mais pas par le tire-bouchon en lui-même. C'est-à-dire qu'on aurait remplacé le tire-bouchon par un objet quelconque qui permettrait d'ouvrir une bouteille de vin, ça aurait été la même chose pour eux. Et peut-être que vous, d'ailleurs, n'avez pas vraiment d'intérêt pour le tire-bouchon, comme nous, on n'en avait pas avant d'écrire cette présentation.
Mais en vrai, le tire-bouchon, s'il a cette forme particulière, etc., c'est pour une raison très particulière. Et donc, l'approche à laquelle on a abouti pour intéresser les Martiens au tire-bouchon consiste à ne pas commencer par donner le tire-bouchon, mais plutôt à commencer par leur demander d'ouvrir la bouteille qu'ils aiment, d'accord? Donc on prend les Martiens, on leur fait goûter et aimer le vin, et là maintenant on leur demande d'ouvrir la bouteille de vin sans leur donner le tire-bouchon. Et eux, comme ils aiment le vin, ils vont avoir envie d'ouvrir sa bouteille. Donc ils vont passer dans une phase de résolution où ils vont essayer de chercher une solution pour ouvrir cette bouteille. Donc la phase de résolution, elle pourrait être la suivante. Dans un premier temps, ils vont essayer de pousser le bouchon, sauf que s'ils poussent le bouchon va tomber dans le vin va prendre le goût du bouchon et ils pourront plus refermer la bouteille. Donc ils vont comprendre que c'est peut-être pas une bonne idée. Ils vont se dire, à la place de pousser, on va essayer de tirer le bouchon. Mais sauf que la manière traditionnelle de tirer le bouchon, c'est de le prendre par les bords, sauf qu'on peut pas sur un bouchon. Donc une autre manière de faire, ça serait de entrer quelque chose dans le bouchon. Donc on pourrait penser à rentrer un pic. Sauf que si on rentre un pic, on pourra pas ressortir le pic. Enfin, quand on ressortira le pic, le bouchon ne partira pas avec le pic. Et donc là, on est bloqué. Donc soit ils ont une idée de génie, soit on peut peut-être un petit peu les aider, mais en tout cas, ils vont arriver à inventer la vis qui permet de s'insérer dans le bouchon et ensuite de tirer la vis avec le fait et le bouchon partira avec la vis. Et là, boum, ils vont arriver au tire-bouchon et ils auront beaucoup plus d'intérêt pour le tire-bouchon de cette manière-là. Donc comment a fait Lucas là si on récapitule un peu, comment a fait Lucas pour intéresser les Martiens au tire-bouchon? Ce qu'il a commencé par faire, c'est surtout pas leur donner le tire-bouchon. Il a commencé par leur poser une question, comment ouvrir une bouteille de vin, et il s'est assuré avant que cette question intéressait les Martiens en leur faisant aimer le vin. Et une fois que cette question intéressait les Martiens, c'est cette question qui les a poussés à découvrir tout seuls, ou avec un peu d'aide de Lucas, le tire-bouchon et à s'y intéresser. C'est ça qui a permis aux Martiens de s'intéresser au tire-bouchon. Et en fait, on peut généraliser. Reprenons le cas de la notion de tout à l'heure. Si une notion n'intéresse pas a priori les élèves, pour une bonne approche pour les intéresser, c'est de ne pas leur donner la notion, de commencer par leur poser une question. Alors soit elle intéresse déjà les élèves, et dans ce cas-là, très bien, soit elle n'intéresse pas déjà les élèves, et dans ce cas-là, on commence par les intriguer. Et une fois que cette question est rendue intrigante, les élèves vont d'eux-mêmes être poussés par la question et découvrir et s'intéresser à la notion. En fait, ce n'est pas un hasard si cette question intrigante agit comme un moteur pour les élèves. En fait, les questions, elles agissent pour un moteur pour tous les êtres humains. Par exemple, les chercheurs ne font des découvertes que parce qu'ils cherchent des réponses aux questions qui se posent. C'est ça qui les motive. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette analogie du tire-bouchon? C'est cette approche pour intéresser à une notion qui est commencer par donner une question intrigante qui implique la notion dans sa résolution. Cette approche, on l'a appelée intérêt par questionnement, et on peut la résumer plus simplement en notant en notion N, question intrigante QI, et la formule magique c'est QI implique N. On est des mathématiciens, donc on adore les formules. QI implique N, ça résume totalement l'approche de l'intérêt par questionnement. Et l'idée clé derrière cette approche que nous avons introduite, c'est de faire connaître l'absence de la notion pour mieux faire apprécier la présence. C'est l'idée qui est vraiment derrière ça. Et donc, on pourrait se demander, est-ce que cette approche qu'on est en train de vous présenter, elle est nouvelle? Alors, elle est nouvelle dans le sens où elle n'a jamais été formalisée comme on la formalise là-dedans, mais il y a des personnes qui l'ont déjà utilisée auparavant. Donc, par exemple, Socrate posait des questions à ses interlocuteurs dans le but de les faire raisonner. On a certains professeurs aussi qui utilisent cette approche-là, mais en fait, personne, à notre connaissance, ne le fait de manière consciente. C'est toujours plus ou moins de manière aléatoire et les gens ne se rendent pas compte à quel point en fait cette chose qu'ils utilisent de temps en temps est surpuissante pour intéresser les gens. Et du coup, notre objectif, c'est de faire connaître l'intérêt par questionnement dans le but que son utilisation soit systématique auprès des professeurs ou même dans la vie de tous les jours. Et on l'a mise en pratique d'ailleurs, cette méthode. Dans le cadre de notre association, Savoir pour tous, où ont été donnés plus de 40 exposés devant des lycéens. Et tous ces exposés utilisaient l'approche de l'intérêt par questionnement. Donc on peut en voir quelques exemples. En biologie, dans quelle forêt ira-t-on cueillir des champignons en 2100? Donc ça rejoint le problème climatologique de tout à l'heure. Quelles sont les richesses de l'art pauvre en histoire de l'art? Ou encore, qu'est-ce qu'un nombre en mathématiques? On l'a fait pour quelques disciplines, en réalité 4. Mais en fait, ça marche pour toutes les disciplines. Parce que toutes les notions sont le fruit de questionnement.
Donc pour intéresser, plutôt que de donner directement les notions, on peut commencer par donner les questionnements. En philosophie, par exemple, ça donnerait, plutôt que d'essayer d'intéresser les élèves à des essais sur le bonheur, on pourrait très bien commencer par leur poser la question, qu'est-ce que le bonheur? En physique, donc là il y a beaucoup d'ingénieurs sûrement dans la salle, en physique, plutôt que de donner directement le principe fondamental de la dynamique aux élèves, on pourrait très bien commencer par leur poser la question, quelle est la trajectoire d'une pomme qui tombe d'un arbre? Ça marche même en géographie. Plutôt que de dire que toutes les villes de France sont sur des fleuves, on pourrait très bien poser la question, quel est le point commun entre les grandes villes de France? En fait, ça ne marche pas que pour les disciplines scolaires. C'est ça qui est incroyable avec cette approche, c'est que ça marche pour tout. C'est-à-dire que si vous voulez intéresser des enfants au fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est beaucoup plus intéressant de commencer par leur poser la question, pourquoi y a-t-il des saisons? Et je suis sûr que vous aussi, en fait, vous l'utilisez déjà, cette approche, au quotidien. Par exemple, si vous voulez intéresser un ami à un livre que vous venez de lire, vous n'allez pas lui raconter l'histoire de A à Z. Vous allez commencer par lui expliquer la situation initiale, et puis vous allez en fait le mener à se poser la question, que va-t-il se passer dans la suite, pour lui donner envie de lire le livre. Et ce talk, en fait, aussi, est construit sous forme de résolution de problèmes, d'intérêt par questionnement, pardon. On voulait vous intéresser à l'intérêt par questionnement, et on a commencé par vous poser la question, comment intéresser les élèves? Alors reprenons notre cas de tout à l'heure, qui était le théorème de la somme géométrique. Vous vous souvenez de la tête que vous faisiez devant ce théorème? Enfin, en tout cas, que la plupart d'entre vous faisaient devant ce théorème. Eh bien, voyons ce que l'approche de l'intérêt par questionnement apporte à cette notion. Donc, en 1750, l'espérance de vie était de 25 ans. En 2010, l'espérance de vie est de 80 ans. Et il y a des personnes qui pensent que les premiers êtres immortels sont déjà nés. Donc, une question légitime qu'on pourrait se poser, c'est si on arrête de mourir, comment va évoluer la population? Est-ce qu'elle va tendre vers l'infini ou alors est-ce qu'elle va finir par stagner? Et on va prendre un cas précis, on va pas faire le cas général, on va prendre le cas où juste les Français sont immortels, pour commencer. Et donc la question c'est, donc qui pense dans la salle que si les Français sont immortels, la population française va tendre vers l'infini? Bon, qui pense l'inverse? Bon, je dirais 50-50. On va dire 50-50. Ok. Bon, la population actuelle en France, on va la noter PA pour actuelle, elle est de 67 millions d'habitants. Mais ça, c'est la population actuelle. Les gens, ils vont faire des enfants. Et pour calculer le nombre d'enfants qu'ils vont faire, on prend juste la population et on le multiplie par le nombre d'enfants moyen par personne. Donc nous, on le nomme R. Et ça fait P de A fois R. Ça va être le nombre d'enfants. Maintenant, en termes de chiffres, en France, R, ça vaut à peu près 0,98. Donc, un Français fait en moyenne 0,98 enfants. Et donc, ça veut dire que toute la population, les 67 millions, feront 65,7 millions d'enfants. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la population de chaque génération, c'est la population totale. Donc, il va nous falloir sommer ces populations. Donc, donc ça va nous donner cette expression-là. On peut mettre P2 en facteur. Et si on somme les nombres, au bout de 2 générations, on aura 132,7 millions d'habitants en France, si on est tous immortels. Mais ça, c'est pour les 2 premières générations. Les gens vont continuer à faire des enfants. Donc la dernière génération, elle va faire des enfants. Donc pour obtenir le nombre d'enfants, on multiplie la population de la dernière génération par R. Donc ça va être P de A R carré. Et avec des chiffres, ça correspond à prendre 65,7, à le multiplier par 0,98, et ça donne 64,3. Là, pareil, nous, ce qu'on veut, c'est la somme. Donc il y a un R carré qui apparaît. Et maintenant, la population passe de 132 millions à 197 millions au bout de 3 générations. Mais ça, on pourrait continuer. On pourrait, par exemple, calculer la population des 10 premières générations. Et pareil, donc la 10e génération aurait 54,7 millions d'habitants, de personnes. Et nous, ce qu'on veut, c'est sommer. Donc on pourrait sommer encore ça. Et au bout de 10 générations, la population française, si on arrête de mourir, serait de 668 millions d'habitants. Bon, ça, c'est la formule qu'on a obtenue. Donc ça, c'est ce qui nous permet de calculer la population pour les 10 premières générations. Mais en vrai, on sait le faire pour 1, pour 2, pour 3, pour 5, pour 10, on sait le faire pour 100. En fait, on sait le faire pour n générations. Comment? En remplaçant 10 dans la formule par n. Donc on somme de 1 plus r jusqu'à r puissance n. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur limite. C'est-à-dire vers quoi va évoluer cette somme quand le nombre de générations tendra vers l'infini. Et là, en fait, si je vous laisse à cet endroit-là l'exposer, vous serez incapable de trouver. Et ce qui débloque tout en mathématiques, là, si vous voulez résoudre ce problème, ce qui débloque tout,
c'est le fait que cette expression-là, elle est égale à cette nouvelle expression-là qui peut paraître un peu plus compliquée, mais qui en vrai est beaucoup plus simple dans notre cas. Et pourquoi? Grâce au théorème de la somme géométrique qu'on vous a présenté au début. Et pourquoi, une fois qu'on a cette expression, c'est très facile? Parce que si on remplace les P2A par 67 et R par 0,98 dans notre cas, ce terme-là, il tend vers 0. En fait, quand vous prenez 0,98, si vous le multipliez par 0,98, ça va donner un nombre encore plus petit. Si vous le remultipliez par 0,98, ça va donner encore un nombre plus petit. Et si vous le faites une infinité de fois, en fait, vous allez arriver à 0. Donc ce nombre-là, enfin, cette expression-là, elle tend vers 67, enfin, vers cette expression-là. Et ça, c'est juste un calcul de maths tout simple. Vous pouvez faire sur votre calculette. Et à la fin, boum, vous trouvez que la population finale de la France, si on est tous immortels, sera de 3,4 milliards d'habitants et non pas infini. Donc ceux qui avaient parié sur stagnation avaient gagné. Donc si je résume un peu, si on résume un peu, pour intéresser les élèves au théorème de la somme géométrique, on leur a pas donné la somme géométrique, maintenant vous êtes habitués, on leur a posé Lucas vous a posé une question, si on est immortel, comment va évoluer la population? En s'assurant que la question était intrigante, en vous parlant des premiers êtres immortels nés, et c'est cette question qui vous a mené peu à peu à découvrir et à vous intéresser naturellement, alors avec l'aide de Lucas, au théorème de la somme géométrique. Si vous n'avez pas tout à fait compris la résolution dans le détail, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre là, dans cet exemple, c'est à quel point l'intérêt par questionnement vous a aidé à vous intéresser au théorème de la somme géométrique. Ce que ça vous a apporté en termes d'intérêt. C'est ça qui est important. Bon, alors les avantages de la méthode, de cette approche. Le premier, j'espère que vous en êtes convaincus maintenant, c'est que ça permet d'intéresser les élèves énormément. Mais c'est pas le seul en fait. Il y a la compréhension, ça aide énormément à la compréhension parce que ça fait connaître l'absence pour mieux apprécier la présence. Ça, c'est une idée qu'avait dit un grand mathématicien qui s'appelle Alain Cohn, qui avait dit c'est lorsque l'on sèche sur un problème que l'on est vraiment en train de comprendre. Ça aide beaucoup à la mémorisation aussi. Pourquoi? Parce qu'on donne une question qui est intrigante pour les gens. Et cette question implique la notion. Donc en se souvenant de la question, on se souvient de la résolution et donc de la notion. Cette approche rend les choses beaucoup plus logiques. L'apprentissage ressemble à une sorte d'enquête. Et en plus de ça, ça stoppe les a priori. C'est-à-dire qu'un élève qui est nul en maths, si vous commencez par lui poser une question, il ne sait pas qu'il fait des maths. Et quand il s'en rend compte, c'est trop tard, il est déjà intéressé. Donc il a dépassé ses a priori. Donc avant de finir, on aura une dernière question. Qui aime les spaghettis dans la salle? Ok. Bon, 100% on va dire. 99%. Est-ce que qui aime ce genre de spaghettis là? Les spaghettis crus, hein, je parle. Ok. Bon, quasiment personne. En fait, quand je vous demande si vous aimez les spaghettis, vous aimez plutôt ça, ou même mieux, vous aimez plutôt les spaghettis pesto, ou les spaghettis carbonara, ou les spaghettis bolognaise. C'est ces spaghettis-là auxquels vous pensez. Et en fait, nous, l'approche qu'on propose ici, c'est un peu une nouvelle manière de cuisiner les notions. Donc, c'est en gros l'intérêt par questionnement, c'est aux notions ce que la sauce bolognaise est aux spaghettis. Et pour conclure, on va vous laisser 2 messages pour cette présentation. Le premier message, c'est que enseigner commence par intéresser. Et le deuxième message, c'est que si vous voulez intéresser quelqu'un au tire-bouchon, ne lui donnez pas le tire-bouchon. Demandez-lui d'abord d'ouvrir la bouteille. Voilà. Merci.